Nous sommes là et nous sommes bien là ce soir, à l'invitation de la Fondation Gabriel Péri. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une fondation qui a été créée à l'initiative du PCF en 2004 et qui a pour but de contribuer à la compréhension, la diffusion et l'appropriation des pensées et analyses critiques des mouvements pour, l'émancipation humaine. Donc c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange et de confrontation d'idées qui met à disposition du public le plus large des outils de décryptage et de réflexion. Et c'est donc dans cet état d'esprit que la Fondation a publié récemment une note du professeur Daniel Gaxi, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Bonjour, monsieur Gaxi. Une Le note plaisir est sur partagé. les, une note sur les sondages. Voilà, que j'ai ici. Cette note, vous pourrez vous la procurer pour la modique somme de 3 € au format numérique ou de 5 € en version papier. C'est une note qui est à lire, qui est à offrir à vos amis qui suivent, la vie politique et à offrir à vos amis, si vous en avez, qui éventuellement commandent des sondages. Alors moi je dis, que c'est une note d'utilité publique. Pourquoi? Parce que les sondages, c'est des outils de la vie courante pour des acteurs et des observateurs, de la vie publique. Ils sont des outils, en fait, c'est les outils peut-être les plus consultés pour, interpréter ce que l'on appelle l'opinion publique ou pour, disons, essayer d'accéder à ce que pensent les gens. Et c'est des outils aussi de pronostic de résultats électoraux. Et par conséquent, ils ont des effets sur la vie politique, ils pèsent dans le débat public. Nous croyons, ou même si nous ne croyons pas tout à fait, nous tenons compte de ce que disent les sondages. Et pourtant, ils sont peu questionnés. Nous allons voir aujourd'hui avec le professeur Gaxi qu'il faut quelques outils d'autodéfense intellectuelle pour les lire, pour les interpréter et en particulier, et c'est le cas probablement des personnes qui sont ici et qui sont, disons, sympathisantes ou qui travaillent avec un grand intérêt en direction des catégories populaires. Donc c'est vrai que c'est quand on a cet objectif de chercher à comprendre un peu mieux ce que pensent les catégories populaires, il faut prendre les sondages avec un certain esprit critique. Alors avec nous pour justement nous aider à se doter des outils intellectuels et de lecture des sondages, Monsieur Daniel Gaxi, qui est professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rattaché au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Monsieur Gaxi a, au cours de sa carrière, notamment approfondi et développé dans le champ de l'analyse politique des concepts clés, mais aussi des intuitions du sociologue Pierre Bourdieu, à travers des enquêtes de terrain sur des rapports entretenus par les citoyennes et les citoyens avec la politique, ou le politique au sens large. Cela a donné lieu notamment à une étude fondatrice en sciences politiques intitulée Le sens caché, inégalité culturelle et ségrégation politique, qui décrit des mécanismes censitaires inhérents à la démocratie représentative et aux inégalités sociales et culturelles qui, dans notre société, font que nous ne sommes pas toutes égales et tous égaux face aux politiques. Plus récemment, et j'ai eu l'honneur de participer pendant mes études à cette recherche, Daniel Gaxi s'est penché sur nos rapports à l'Europe, les rapports citoyens à l'Europe, les rapports de ce qu'on appelle des citoyens ordinaires à l'Europe, dans l'Europe des Européens, une enquête comparative sur les perceptions de l'Europe. Malheureusement, je ne peux pas vous la présenter parce que je l'ai prêtée et on ne me l'a pas rendue. Et c'est c'est très embêtant, mais bon, on aura l'occasion de revenir sur son contenu. Et évidemment, c'est une vaste question, le rapport citoyen à l'Europe, qui depuis des années et singulièrement depuis le référendum sur la Constitution européenne, taraude les militants ou les observateurs et observatrices que nous sommes de la vie politique. Et là encore, peut-être encore plus sur un sujet comme celui de l'Europe, vous imaginez combien il est important d'avoir conscience de certaines réalités avant de faire des généralisations sur
l'opinion des Françaises et l'opinion des Français, l'opinion des Européens et des Européennes. Car si nous ne sommes pas égales et égaux face aux politiques, pouvons-nous l'être face aux sondages? Et bien entendu, tout cela pose de grandes questions pour qui veut interpréter, s'adresser ou pour qui prétend politiser ou représenter les citoyennes et les citoyens. Cela pose de grandes questions aussi sur ce qu'on peut appeler le monde politico-médiatique et son rapport aux personnes. Et plus largement, cela questionne certains fondements de notre système politique. Donc, on a avec nous un invité de choix pour essayer de décrypter tout ça, parce que le professeur Gaxis, c'est une carrière entière de chercheur, à observer et analyser les rapports, les comportements et les attitudes de nos concitoyens et concitoyennes vis-à-vis des questions politiques et sociales, vis-à-vis du politique au sens large. Il a dirigé ou co-dirigé des études collectives, parfois internationales, fondées sur le recueil de la parole brute de citoyennes et citoyens de tous milieux. Il a travaillé sur les élites politiques et économiques, comme sur les classes populaires et ce qu'on appelle les citoyens ordinaires. L'Europe des Européens, par exemple, ce sont plus de 600 entretiens approfondis avec des personnes de tous les milieux, en France, en Allemagne, en Pologne, en Italie. C'est donc sur une connaissance fine de ce qu'on appelle le terrain et sur un travail collaboratif de longue haleine que sont basées les analyses des sondages et plus généralement du politique. Et vous verrez pas seulement les analyses, aussi les alertes que nous livrera aujourd'hui notre invité. Donc on va commencer par 45 minutes d'échange et de présentation de cette note avec les grandes idées qui sont développées. Et puis ensuite, il y aura 30 minutes d'échange avec vous. Vous pouvez tout le long de cette conférence poser vos questions dans le petit icône qui s'appelle Q&R et nous tâcherons d'y répondre aussi à la fin de cette session, donc pendant une demi-heure. Donc sans plus attendre, on va donner la parole à notre invité et avec une question générale, disons. Professeur Gaxis, pourquoi faut-il prendre des précautions lorsque l'on lit ou dans le cas d'organisations politiques, lorsque l'on commande des sondages? Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à la Fondation Gabriel Péri de me donner la possibilité de m'exprimer sur ce sujet des sondages, les sondages politiques. Merci à Anne Sabourin d'animer cette séance. C'est un plaisir de la retrouver après ces années. Alors, la question c'est quels sont pourquoi faut-il prendre des précautions en matière de sondage? Alors, d'abord, très rapidement, il faut souligner l'importance des sondages. Les sondages jouent un rôle considérable dans ce qu'on peut appeler la vie politique. On peut les analyser comme une sorte de bourse politique, c'est-à-dire c'est un instrument de cotation de la valeur des titres politiques. Ce sont les sondages qui disent ou qui prétendent dire si telle réforme, par exemple la réforme des retraites, est populaire ou impopulaire, si les gilets jaunes sont soutenus ou pas soutenus par la population, si l'action du gouvernement est approuvée ou pas. Donc, on voit que chaque position politique, chaque parti, chaque acteur politique, chaque problématique politique, et on mesure le poids dont chaque acteur politique est censé bénéficier. Donc ça, c'est une raison de s'intéresser au sondage, c'est l'importance du rôle qu'il joue dans la vie politique démocratique. Alors, les sondages paraissent un petit peu anodins. Il semble, si on veut connaître l'opinion des Français, il paraît très simple de leur poser la question.
Donc l'idée, voilà, on constitue un échantillon représentatif de la population, on va poser des questions sur leurs opinions, on va additionner leurs réponses, et comme ça on saura ce que pensent les Français, ce que pense l'opinion publique, ce que pense la majorité des Français, les citoyens. Bon, ça, c'est la vision ordinaire des sondages, c'est la vision que les entreprises de sondage cherchent à accréditer, et cette vision, eh bien, elle est naïve pour un ensemble de raisons. Et si j'ai écrit cette note, c'est pour essayer de démystifier un petit peu cette vision naïve et pour donner des instruments de recul critique. Quand on lit les résultats d'un sondage dans la presse, dans un journal par exemple, eh bien, il faut être équipé d'un certain nombre d'instruments, de réflexes, d'analyse, de réflexes méthodologiques, et c'est l'objet de cette note. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types très différents de sondages, et qui sont très souvent et trop souvent confondus. Alors, il y a ce qu'on appelle les sondages électoraux. Donc, les sondages électoraux, c'est une enquête auprès d'un échantillon de la population, par exemple un échantillon d'électeurs inscrits sur les listes électorales, et cette enquête vise à connaître les intentions de vote, s'agissant des sondages préélectoraux, ou de connaître les votes, s'agissant des sondages post-électoraux. Donc ça, c'est un type de sondage. Il y a un autre type de sondage très différent, ce sont les sondages d'opinion. Et là, c'est une enquête auprès d'un échantillon de la population, souvent présenté comme étant représentatif. Et là, il s'agit de connaître les opinions des personnes interrogées sur tel ou tel sujet. Donc, il faut bien distinguer les deux, parce qu'ils ne posent pas les mêmes problèmes, et parce qu'ils ne fonctionnent pas exactement dans les mêmes conditions. J'imagine qu'on aura l'occasion de revenir sur ces différences. Alors, les sondages électoraux, les sondages d'opinion posent des problèmes. Alors, il y a des problèmes communs aux deux, aux sondages d'opinion et aux sondages électoraux. Ce sont des problèmes d'échantillonnage. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, on présente les sondages dans les médias, par exemple, comme étant des sondages auprès d'échantillons représentatifs, par exemple de la population française de plus de 18 ans, ou représentatifs des électeurs inscrits sur les listes électorales. Bon, je vais le dire un peu brutalement, mais première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ces sondages présentés comme représentatifs ne sont pas représentatifs. Et on peut même dire qu'ils ne peuvent pas l'être. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont fantaisistes ou mensongers ou aberrants, hein, mais ça veut dire qu'ils sont affectés de biais sur lesquels on aura l'occasion de revenir, j'imagine, de biais qui affectent la représentativité. Ça, c'est vrai pour tous les sondages. Alors, il y a deuxièmement des problèmes spécifiques aux sondages d'opinion. Les sondages d'opinion présentent des problèmes spécifiques qu'on ne retrouve pas, en tous les cas, qu'on ne retrouve pas au même degré pour les sondages électoraux. Alors, comme leur nom l'indique, les sondages d'opinion cherchent à connaître l'opinion des personnes interrogées. Alors, il y a des sujets, évidemment, sur lesquels tout le monde, et donc toutes les personnes interrogées, ont des opinions. Par exemple, si vous faites un sondage sur les horaires d'été, faut-il conserver les horaires d'été, si vous faites un sondage sur la vaccination obligatoire, ou un sondage sur la qualité de vos conditions de logement pendant le confinement, voilà, ce sont des sujets qui ne posent pas de problème, parce que ce sont des sujets qui renvoient à l'expérience pratique des personnes interrogées. Ce sont des sujets sur lesquels les personnes interrogées sont des sujets familiers, sur lesquels les personnes interrogées ont des opinions. Mais il y a, et c'est le cas dans beaucoup de sondages politiques,
des questions qui sont posées à tout le monde, alors que tout le monde n'a pas nécessairement d'opinion. Donc, les sondages d'opinion produisent ce qu'on appelle un effet d'imposition de problématiques. Ils imposent des problèmes. Par exemple, est-ce que vous pensez qu'il faut une constitution pour l'Europe? Est-ce qu'il faut renforcer la construction européenne? Est-ce que vous êtes favorable ou défavorable au libéralisme? Donc, ils imposent des problématiques politiques à des personnes qui ne sont pas nécessairement familières avec ces sujets. Et alors, ça, c'est une des difficultés majeures des sondages d'opinion. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on pose des questions à un échantillon, à tout le monde, un échantillon supposé représentatif de la population, alors que tout le monde n'a pas d'opinion? Qu'est-ce qui va se passer? Alors certains vont ne pas répondre, c'est la question des sans réponses. Mais pour une série de raisons sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir, les sans réponses sont fortement minorées par les techniques habituelles des sondages commerciaux. Donc, il y a des sans réponses. Alors, il y a également, quand les gens sont interrogés sur un sujet qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne sont pas familiers, ils vont donner des réponses au hasard. Et si vous voulez, je pourrais donner des exemples de ces réponses au hasard. Ou bien encore, ils vont donner des réponses extrêmement fragiles. C'est-à-dire qu'ils vont répondre d'accord ou pas d'accord, mais en fait, on a les moyens d'enquête de montrer qu'ils pourraient tout à fait changer d'avis. Je pourrais donner des exemples. Et ensuite, on va avoir des réponses extrêmement dispersées, c'est-à-dire des réponses qui vont prendre appui sur des considérations extrêmement dispersées, des considérations éparses. Bon, ce qui fait que les réponses données à des questions, en fait, partent un peu dans tous les sens. Et puis, on a également des réponses de conformité. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas vraiment d'opinion sur le sujet sur lequel on vont chercher la bonne réponse, entre guillemets, ce qu'ils perçoivent comme étant la bonne réponse, ou la réponse la plus prudente, celle qui engage le moins, celle qui présente le moins de risques. Enfin, le dernier problème des sondages d'opinion, c'est que les personnes interrogées répondent à la question, non pas telle qu'elle est posée par les auteurs de la question, par les sondeurs, mais à la question telle qu'ils la perçoivent, telle qu'ils la comprennent. Or, on peut montrer, je pourrais donner des exemples si vous voulez, que par exemple, si vous posez une question, est-ce que vous êtes d'accord pour renforcer la construction européenne? Eh bien, cette question va être comprise de manière très variable, de manière très, très différente. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes interrogées vont répondre à des questions qui ne sont pas les mêmes. Ce qui ne va pas empêcher les sondeurs d'additionner les réponses. Les sondages sont une machinerie d'homogénéisation de l'hétérogène. Et donc, c'est ça qui va donner l'impression d'une opinion publique. Voilà, je vais m'arrêter pour cette déjà trop longue introduction. Oui, il y a déjà beaucoup de choses. Peut-être pourriez-vous revenir dans un premier temps sur donc ce biais commun aux deux formes de sondage et nous parler un petit peu de la manière dont sont conçus les échantillons. Et puis revenir peut-être et répondre un peu à cette question et qui répond au sondage et qui n'y répond pas et du coup quel problème ça peut poser pour l'interprétation, en particulier quand on voudrait savoir ce que pensent des gens qui répondent pas. Oui, alors donc sur les questions d'échantillonnage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la théorie statistique enseigne que la seule manière d'obtenir un échantillon représentatif d'une population quelconque, c'est de tirer les membres de l'échantillon au hasard. Donc, l'intérêt des sondages
aléatoires, c'est que il y a des biais aléatoires, mais il n'y a pas de biais systématique qui fausse l'échantillonnage. Et l'autre intérêt des sondages aléatoires, c'est qu'on peut calculer la qualité de l'estimation. On peut calculer une marge d'erreur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les sondages commerciaux ne sont jamais des sondages aléatoires. Jamais. Y compris dans les cas plutôt rares en France, mais très fréquents à l'étranger, par exemple aux États-Unis, y compris dans les cas où les sondages se réclament des méthodes aléatoires. Alors, il y a deux grandes méthodes de constitution des échantillons. La méthode la plus fréquente dans le monde, aux États-Unis et dans les pays qui suivent les méthodes américaines, ce sont des formes de tirage au sort, non pas le plus souvent des individus directement, mais des tirages au sort d'aires géographiques. Par exemple, on va tirer au sort des comtés aux États-Unis. À l'intérieur des comtés, on va tirer au sort des villes. À l'intérieur des villes, on va tirer au sort, par exemple, des rues. Et on va décider d'interroger toutes les personnes qui habitent la rue qui a été tirée au sort. Ça, voilà, c'est une méthode. Bon. Également, on peut tirer au sort des numéros de téléphone. Donc, les entreprises de sondage aux États-Unis utilisent plutôt ces méthodes de sélection aléatoire de leurs enquêtés. Alors, en France, les entreprises de sondage utilisent rarement ces méthodes. Ils utilisent la méthode des quotas. Alors, l'idée générale, c'est il y a une population, par exemple la population française des citoyens français de plus de 18 ans. Cette population, on la connaît assez bien. On connaît assez bien ses structures. Par exemple, on connaît bien le pourcentage de femmes, le pourcentage de différentes catégories d'âge, on connaît bien le pourcentage des différentes catégories socio-professionnelles, le pourcentage d'employés. Voilà. Donc, on connaît assez bien les structures de la population. Et donc, le raisonnement des entreprises de sondage en France, c'est que si on arrive à constituer un échantillon qui reproduit les structures de la population, alors cet échantillon sera représentatif. D'où l'idée de quota. On va essayer de constituer l'échantillon avec des quotas de femmes, par exemple, des quotas d'âge, il faudra tel pourcentage des 18-25 ans, des quotas de profession et catégorie sociale, il faudra tel pourcentage de retraités, tel pourcentage d'employés, de cadres supérieurs, profession libérale. Bon, voilà, dans la méthode des quotas. Alors, dans les deux cas, que ce soit une méthode de sélection aléatoire, ou que ce soit la méthode des quotas, il y a des biais d'accessibilité aux personnes que l'on veut interroger. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus difficilement accessibles que d'autres. Pourquoi? Alors, ça tient à l'existence d'abord de biais de sélection. Alors, qu'est-ce que c'est les biais de sélection? Ce sont des biais inhérents aux méthodes utilisées par les entreprises de sondage pour essayer de sélectionner leurs enquêtés. Alors, je pourrais multiplier les exemples, mais je vais prendre un seul exemple. De plus en plus, les sondages commerciaux sont faits en ligne. Ce sont ce qu'on appelle des sondages en ligne. On va interroger un échantillon de personnes qui ont accepté de figurer dans un panel. Alors, panel qui peut être très important, ça peut être des dizaines de milliers de personnes. Hein, bon. Donc, des personnes qui ont accepté, des hommes, des femmes, qui ont accepté d'être dans un panel, qui ont été sélectionnés parfois de manière aléatoire sur ce panel, à qui on propose de répondre à des questions et qui acceptent. Alors ça, voilà, c'est une méthode de sélection. C'est la plus fréquente. C'est de plus en plus la méthode que l'on utilise. Pourquoi? Parce que c'est la plus économique. Donc ça montre aussi que les sondages commerciaux sont structurés par des considérations industrielles et par des considérations économiques. Donc c'est la méthode actuellement la plus fréquente. Alors cette méthode de sélection, elle entraîne des biais.
Et le biais, c'est qu'il y a des personnes qui sont inaccessibles avec cette méthode de sélection. C'est des biais de sélection. Quelles sont les personnes inaccessibles? D'abord, les personnes qui n'ont pas d'accès à Internet. Alors, évidemment, ça a beaucoup diminué, mais actuellement, il y a une étude récente de l'INSEE qui évalue à 12% en France, 12%, le pourcentage des personnes qui n'ont pas d'accès à Internet. Alors, plutôt des personnes âgées et plutôt des personnes avec un faible niveau d'éducation. Bon, mais il n'y a pas seulement le problème des accès à Internet. Il y a aussi le problème de l'aisance dans la manipulation de l'instrument Internet, la possibilité de remplir un questionnaire en ligne et de l'expédier aux commanditaires. Alors, la même enquête de l'INSEE, à laquelle je faisais référence dans un instant, évalue à plus de 40%, le qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique et donc ils ne sont pas à l'aise avec la participation à une enquête en ligne. Donc voilà un exemple de biais de sélection. Il y a des personnes qui ne pourront pas figurer dans un échantillon présenté comme représentatif en raison de cette méthode de sélection. Alors, il y a également, et c'est le plus important, des biais d'auto-sélection. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de tirer au sort un échantillon. Il faut que l'on a tiré au sort accepte de participer à l'enquête. Or, il y a un pourcentage considérable des personnes sollicitées pour participer à des sondages qui déclinent l'invitation. Et pour vous donner une idée, on est de l'ordre de 90%. C'est-à-dire que si on sollicite 100 personnes pour participer à un sondage, eh bien, il va y en avoir 90 qui vont décliner qui ont accepté de participer à l'enquête sont représentatifs de l'ensemble. On peut même considérer qu'ils ont des propriétés particulières. C'est une petite minorité qui a des comportements très, très différents du plus grand nombre. Donc, on peut penser qu'ils ont des propriétés particulières. Alors, les biais d'autosélection reposent sur des facteurs extrêmement divers, mais il y a des facteurs structurants. Plus les personnes sollicitées, les femmes et les hommes sollicités pour participer à un sondage politique, plus ils sont éloignés de la politique, moins ils s'intéressent à la politique, moins ils s'informent sur les sujets politiques, plus ils ont de la défiance à l'égard de la politique, plus leur refus de participer à l'enquête est probable. Alors, toutes les enquêtes de sociologie politique montrent que l'intérêt pour la politique, la familiarité avec les sujets politiques, le fait de s'informer à la politique est lié à un certain nombre de facteurs sociaux, dont le principal est le niveau culturel, que l'on mesure approximativement avec le niveau d'éducation formelle, par exemple le niveau de diplôme, mais qui n'est pas réductible au niveau de diplôme. Bon, c'est une question technique. Donc, plus le niveau culturel s'abaisse, plus la probabilité s'élève que les personnes sollicitées pour participer à un sondage vont décliner l'invitation. Et donc, c'est un biais d'autosélection. Et donc, c'est le cumul de ces biais de sélection et d'autosélection qui fait que les échantillons des sondages, même quand ils sont présentés comme étant représentatifs, ne sont pas représentatifs et on pourrait ajouter ne peuvent pas l'être. Anne, je ne vous entends pas là. Je vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, ça y est. Là, ça y est.
alors je voulais vous proposer de revenir un petit peu sur les sondages, d'opinion et des questions qui ne concernent pas forcément l'échantillonnage, mais aussi la manière dont ils sont conçus. Vous avez parlé tout à l'heure d'une imposition de problématiques. On a pu lire, parfois où on entend des gens qui disent: «Mais, dans les sondages, les réponses sont dans les questions». Ou, vous avez parlé aussi de, je cite, d'une représentation ethnocentrique, des opinions du public de la part, des sondeurs, mais aussi sûrement, de la part de ceux qui font appel à eux. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ça, les problèmes, plutôt les problèmes des questions, du coup? En citant des exemples, par exemple, de résultats, enfin, vous en citez un dans la note, des résultats qui sont différents, selon, la manière dont les questions sont posées et selon, le commanditaire du sondage. Oui. Alors, d'abord, l'ethnocentrisme, hein, c'est la tendance que l'on a à penser que tout le monde voit les choses comme on les voit soi-même, hein, voilà. Donc, la pratique des sondages d'opinion est très ethnocentrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce qu'il faut dire, il y a un milieu des sondages politiques, hein, il y a un petit monde des sondages, avec par exemple des chargés d'études des entreprises de sondage, des journalistes qui commandent les sondages et qui commentent les sondages. Il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui les commandent et qui les consultent. Il y a des experts, par exemple des politologues qui enseignent les sondages, et qui utilisent les sondages dans leurs travaux, qui commentent les sondages. Donc ce petit monde des sondages, composé d'hommes et de femmes, qui ont fait des études supérieures, souvent dans des filières de sciences politiques, souvent à Sciences Po Paris par exemple, euh, qui, euh, qui sont très impliqués dans les débats politiques, très familiers avec les débats politiques, et j'en viens à l'ethnocentrisme, il leur paraît naturel de s'intéresser à ces débats, il leur paraît tout à fait naturel d'avoir une position sur les questions débattues, et il leur paraît évident que tout le monde est comme eux, que tout le monde a un minimum d'idées sur ces grands sujets, sur ces grands sujets politiques. Et du coup, ça ne leur pose pas de problème de poser à tout le monde des questions sur ces sujets politiques. Et ils ont tendance à penser que tout le monde a une opinion et que tout le monde a une opinion politique. C'est-à-dire que tout le monde va répondre politiquement à la question politique qui est posée. Et d'ailleurs, dans les commentaires des sondages, cette machinerie d'homogénéisation de l'hétérogène, on va considérer que, par exemple, tous ceux qui disent qu'ils ont une opinion plutôt favorable du libéralisme, ben, ce sont tous des partisans du libéralisme. Et que ceux qui déclarent qu'ils ont une opinion défavorable du libéralisme, eh bien, ce sont les adversaires du libéralisme. Donc, il va y avoir une interprétation politique des réponses, comme si toutes les réponses données étaient des réponses politiques. Donc, vous voyez, l'ethnocentrisme de ce petit monde des sondages consiste à penser que tout le monde est comme eux, finalement, et donc ça ne pose pas de problème de méthode particulier de poser à tout le monde les questions politiques qu'ils se posent, avec le présupposé que tout le monde va comprendre la question, que tout le monde va comprendre la question de la même manière, et que tout le monde va y répondre de la même manière. Non pas qu'ils sont tous d'accord, mais ils vont répondre politiquement à ces questions politiques. Alors, par exemple, vous posez voilà, il y a un débat, certains disent qu'il faut renforcer la construction européenne. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas du tout d'accord avec le renforcement de la construction européenne? Ça, évidemment, c'est une question politique dans l'esprit de ceux qui ont préparé l'enquête, de ceux qui ont rédigé les questions, de ceux qui vont poser les questions et de ceux qui vont les interpréter.
pour eux, il est évident que la question est politique. Mais n'oublions pas ce que je disais tout à l'heure, les personnes interrogées répondent à la question, non pas telle qu'elle est posée, mais telle qu'ils la comprennent. Alors, je peux vous donner un exemple dans l'enquête à laquelle Anne Sabourin faisait allusion, notre enquête sur le rapport à l'Europe. Donc, on avait interrogé des personnes de toutes conditions, sans prétendre constituer un échantillon représentatif, hein, mais on avait essayé vraiment de diversifier les professions, les générations, le sexe, etc. Bon, donc on avait des gens très divers. À vous poser une question, et on posait des questions de manière ouverte, c'est-à-dire qu'on ne suggérait pas de réponse. Alors, par exemple, on disait, alors certains disent qu'il faut renforcer la construction européenne, qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Et ensuite, on disait, mais qu'est-ce que vous en... Alors, par exemple, j'ai en tête un entretien avec un jeune ouvrier, 27 ans, qui travaille dans une entreprise de bâtiments et de travaux publics. Et alors, l'enquêteur lui dit, alors c'est un enquêteur qui le connaît, hein, c'est un proche, il dit, alors certains disent qu'il faut renforcer la construction européenne, qu'est-ce que tu en penses? Alors il dit, ah bon, la construction européenne, ah bah, ça c'est bizarre, mais on n'en a pas encore parlé dans la boîte. Hein. Si tu m'avais parlé de la construction française, oui, j'aurais pu te dire, mais la construction européenne, toi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Enfin, je ne sais pas, mais ouais, ça doit être bien hein, si développe la construction, ouais, ça doit être bien. Voilà, donc vous voyez un exemple. La personne comprend la question non pas comme la construction politique de l'Europe, hein, mais il comprend la question comme portant sur le secteur de la construction. Et donc, il répond à la question telle qu'il la comprend. Alors, il va se déclarer finalement plutôt favorable à la construction européenne, mais dans un sens évidemment très particulier. Ce qui n'empêchera pas sa réponse plutôt favorable d'être comptabilisée avec les réponses perçues comme étant favorables à la construction européenne. Donc, il va être enrôlé dans le camp des partisans du renforcement de la construction politique, de l'Europe. Voilà un exemple, vous voyez, de l'ethnocentrisme de la méthode et de l'ethnocentrisme de l'interprétation. Cette machinerie à homogénéiser l'hétérogène, c'est une machinerie profondément ethnocentrique. Voilà. Alors, je peux m'arrêter là ou je peux venir sur le terrain de donner un exemple de sondage portant sur les mêmes sujets au même moment et qui donne des résultats complètement différents. Alors, dans la note, j'emprunte un exemple à mon collègue et ami Patrick Lehing. Alors, il s'agit donc de sondages commandés et publiés par deux journaux. Premier journal, c'est La Tribune. C'est un journal qui est proche des milieux économiques, des milieux financiers. La question de La Tribune, c'est parmi ces secteurs, pouvez-vous me dire quelles devraient être les priorités du gouvernement pour la rentrée? Le deuxième journal, c'est L'Humanité. Donc, vous voyez tous les orientations politiques et idéologiques. Donc, la question de l'humanité, c'est parmi les domaines suivants, quels sont les trois qui vous semblent aujourd'hui les plus préoccupants? Donc voilà, la question n'est pas formulée exactement de la même manière, mais elle porte quand même presque sur le même sujet. Hein, quelles sont les priorités du moment? Les enquêtes sont faites au même moment. La Tribune, la priorité, c'est 1, augmenter le pouvoir d'achat. 2, lutter contre les délocalisations. 3, baisser les impôts directs comme l'impôt sur le revenu. 4, réduire les dépenses publiques. 5, baisser les charges sociales des entreprises. 6, réduire la dette de la France. 7, accroître le nombre d'emplois aidés par l'État. 8, assouplir le code du travail et les règles de licenciement. 9, réduire le nombre des fonctionnaires. Et pour l'humanité, en 1, le pouvoir d'achat, donc ça c'est la même chose que pour la Tribune, en 2, la garantie de retraite, en 3, la santé, en 4, l'emploi, en 5, l'éducation, en 6, la sécurité, en 7, l'environnement, en 8, la protection sociale, en 9, la qualité de vie et le logement. Donc voilà un exemple, vous voyez, 2 sondages qui portent sur le même problème, quelles sont les priorités, quelles sont les questions auxquelles le gouvernement devrait s'attaquer en priorité, 2 sondages au même moment qui donnent des résultats
radicalement différents. Pourquoi? En raison de la technique des questions fermées. C'est-à-dire, on pose la question et on suggère des réponses. Mais les réponses suggérées, évidemment, orientent les possibilités de réponses suggérées, orientent évidemment les résultats de l'enquête. Hein, c'est-à-dire, la fermeture des questions dit ce à quoi il faut penser et occulte ce à quoi il ne faut pas penser. Donc, par exemple, dans l'humanité ne suggère pas de penser à la réduction du nombre des fonctionnaires ou à la réduction de la dette ou à la baisse des charges sociales des entreprises. Et la tribune ne songe pas à mettre en avant la question de la santé, de l'emploi, de la protection sociale. Donc, selon la manière dont la question est posée, et notamment selon la manière dont la question est fermée, fermer la question, ça veut dire poser une question et suggérer des réponses, eh bien, on va orienter les réponses. Donc, les sondages qui sont présentés souvent comme une photographie de l'opinion ou comme un baromètre de l'opinion, en fait, ce sont pas des photographies, vous voyez, ce sont des tableaux qui donnent à voir le monde, qui donnent à voir l'opinion publique, non pas une photographie de l'opinion publique, mais un tableau de l'opinion publique, une interprétation de l'opinion publique, un tableau orienté de ce que pense l'opinion publique. Anne, je ne vous entends pas. Le son. Voilà, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Alors, bon, c'est une critique forte que vous apportez donc au sondage, qui soulève de grandes questions pour la démocratie, puisqu'évidemment, elle contribue donc à un cadre de discussion, à un débat public dans lequel, d'une part, des personnes sont exclues, d'autres sont inclus, mais pas ou peu compétentes pour répondre. Et puis, dans lequel ensuite il y a des interprétations ethnocentrées, du coup, des résultats. Du coup, moi, j'ai une question un peu provocatrice. Est-ce qu'il faut un permis pour répondre à des sondages? Finalement, est-ce que le constat de niveau de compétence réel ou seulement ou ressenti, aussi inégal, ça doit conduire à imaginer une démocratie d'experts où seulement les gens compétents devraient s'exprimer? Ben, tout dépend des questions. Et justement, un des instruments de recul critique que j'essaye de présenter dans cette note, c'est quand on lit un sondage, savoir en tête la question, mais est-ce que les questions posées ont du sens pour toutes les personnes interrogées? Est-ce que les questions posées sont familières à tout le monde? Est-ce que, par exemple, ce sont des sujets dont les personnes interrogées ont déjà eu l'occasion de débattre en famille ou avec des amis? Donc, à quel degré il y a imposition de problématiques ou pas? Donc, alors, on peut avoir des questions très, très techniques. Hein. Je me souviens, par exemple, avoir fait une enquête sur les opinions à propos de la protection maladie, l'assurance maladie, hein, des questions qui sont assez pointues, assez techniques, mais qui sont relativement saillantes, c'est-à-dire familières, pour une partie importante de la population, peut-être pas 100%, hein, mais donc là, ça ne pose pas de difficultés méthodologiques particulières de faire des sondages sur des questions saillantes. Avec quand même les problèmes de biais d'échantillonnage hein, qui demeurent. Le problème, c'est de poser des questions sur lesquelles les personnes interrogées n'ont jamais eu l'occasion de réfléchir. Et je pourrais vous donner des exemples. Par exemple, dans le domaine de l'Europe, on a des cas très nombreux hein, d'imposition
de problématiques. Alors, pour vous, je vais prendre un seul Quand exemple. nous avons préparé la conférence, vous avez parlé de violence de l'imposition de problématiques. Oui, certaines questions sont perçues comme extrêmement violentes. Il y a beaucoup de violence symbolique dans les sondages. Et ça, c'est un résultat de notre enquête sur le rapport à l'Europe. C'est-à-dire qu'on posait des questions, souvent en reprenant des questions de sondage. Par exemple, il y a les eurobaromètres, hein, c'est un sondage très particulier. On peut dire, c'est dans l'histoire, c'est le premier sondage d'État. Hein. Les eurobaromètres, ce sont des sondages qui sont financés, pilotés, publiés, commentés par une direction dédiée de la Commission européenne depuis 1973. Il y en a plusieurs par an. Hein, bon. Et donc là, nous avons des questions alors, que nous avions repris dans notre enquête. Et nous avions choisi des questions d'Eurobaromètre que nous posions à nos enquêtés de manière ouverte, c'est-à-dire sans suggérer de réponse. Et nous avons constaté que ces questions étaient, pour certaines personnes, extrêmement violentes. C'est-à-dire que les personnes qui disaient « Oh là là, mais moi je suis nul, mais je connais rien à ça ». Donc c'était extrêmement violent. Et on a même des personnes qui ont éclaté en sanglots. Hein, pour vous dire que c'est vraiment violent. Parce que la question renvoyait les personnes interrogées à leur sentiment d'être nuls, à leur sentiment de ne pas savoir, de ne pas être informés, de ne pas être intelligents. Donc, ce sont des questions extrêmement violentes. Alors, je vais vous donner un exemple. Hein. Bon, par exemple, des questions, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord pour dire que, est-ce que vous pouvez dire si le marché intérieur européen a pour la France des effets positifs, négatifs ou pas d'effets sur la protection de l'environnement, la compétitivité des entreprises, le niveau de la croissance économique, la protection des consommateurs, la situation de l'emploi et le pouvoir d'achat des ménages. Donc, est-ce que vous pensez que le marché intérieur européen a des effets positifs, négatifs ou pas d'effets sur, par exemple, la protection de l'environnement? Le taux de sans réponse oscille entre 0 et 1%. Donc, presque tout le monde répond à la question. Alors qu'on sait par ailleurs, par exemple, dans une autre enquête, que 69% des personnes interrogées, plus des 2 tiers, se déclarent assez mal ou très mal informées sur le fonctionnement du marché intérieur européen. Donc, vous voyez, d'un côté, il y a plus de 2 personnes sur 3 qui disent « moi, finalement, je ne connais pas grand-chose sur le fonctionnement du marché intérieur européen ». Et quand on leur demande si, avec des questions fermées, dans des conditions d'une enquête commerciale, quand on leur demande si le fonctionnement du marché intérieur européen a des effets positifs, négatifs ou pas d'effet sur la croissance, la protection de l'environnement, l'emploi, etc., elles répondent. Alors, comment est-ce qu'elles répondent? Au hasard, en fonction de ce qui leur passe par la tête, et donc seul un tout petit pourcentage de personnes a des opinions vraiment constituées sur un tel sujet. Alors pour quand même se donner un petit peu d'espoir, est-ce que, enfin, vous citez aussi dans la note, et là vous venez de parler d'opinions constituées. Est-ce qu'il y a des moments, des mouvements, par exemple des mouvements sociaux, des questions, des manières d'aborder les sujets qui permettent de donner une certaine crédibilité, enfin d'obtenir une certaine crédibilité des résultats en ayant accès à un certain nombre d'opinions constituées? Oui. Alors, parmi les opinions constituées, il y a ce qu'on peut appeler les opinions mobilisées, c'est-à-dire les opinions qui se constituent, qui se forment, c'est-à-dire qui se structurent, qui se durcissent à l'occasion de mobilisations sociales. Alors, on a un exemple d'opinion de ce type, ce sont les opinions électorales. Hein. Les sondages électoraux ne posent pas du tout les mêmes problèmes que beaucoup de sondages d'opinion. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce qu'un sondage électoral? C'est une enquête qui demande
aux sondés, aux personnes interrogées, leur demandent leurs intentions de vote. Mais justement, l'intention de vote, d'abord, c'est une pratique familière. Hein, on est familier de l'opération de vote, on a déjà voté soi-même plusieurs fois, ou bien si on va voter pour la première fois, on a vu ses parents voter. Enfin, donc, le vote, c'est une pratique sociale familière. C'est une pratique sociale familière qui se décide dans un processus de mobilisation. C'est-à-dire, il y a toute une campagne électorale avec des débats dans les médias. Donc, il y a tout un processus de mobilisation à travers lequel vont se former les opinions. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout la même situation. Même les gens qui sont très peu intéressés par les questions politiques, très peu informés des questions politiques, ont des repères en matière électorale. Par exemple, ils ont des conseils des proches, et ils ont un grand frère qui s'intéresse davantage à la politique, ils vont consulter, ils vont demander des conseils, ils ont des repères, y compris des repères qui ne sont pas nécessairement directement politiques. Par exemple, celui-là, je ne l'aime pas, il a laissé tomber sa femme avec 4 enfants, celui-là, il est divorcé, celui-là, il parle trop vite, celui-là, et un jour, il a parlé du bruit et de l'odeur. Vous voyez, donc, les gens ont des repères. Techniquement, on appelle ça des raccourcis d'information. C'est-à-dire des petits éléments de jugement qui leur permettent de choisir entre plusieurs candidats ou choisir entre plusieurs partis, alors même qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup des questions politiques. Donc, vous voyez, le sondage électoral ne pose pas du tout les mêmes problèmes. Vous voyez, il n'y a pas d'effet d'imposition de problématiques. On ne pose pas aux personnes interrogées des questions qu'elles ne se sont jamais posées. On leur pose une question sur une pratique, sur quelque chose qu'ils vont faire. Alors si, par exemple, un sondage électoral à 3 jours des élections, vous voyez, on demande aux gens ce qu'ils vont faire dans 3 jours. Vous voyez, donc on leur demande de parler de leur pratique. C'est comme si on les interrogeait pour savoir comment ils se rendent à leur travail, en vélo, en voiture, en transport en commun. On les interroge sur leur pratique. Donc là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de compétence particulière pour se prononcer. Par contre, si on vous demande si une constitution européenne permettrait de mettre fin au déficit démocratique de l'Europe, eh bien, pour répondre à cette question dans les termes dans lesquels elle est posée, parce que derrière, il y a tout un débat sur le déficit démocratique de l'Union européenne, tout un débat sur la Constitution. Donc pour se prononcer sur cette question en toute connaissance de cause, eh bien, il faut un certain nombre d'éléments d'information que toute la population n'a pas, malheureusement, on pourrait dire. Merci beaucoup. Alors, du coup, on a abordé un petit peu la question des sondages électoraux. Le week-end dernier, Le Monde publiait une enquête Ipsos, Sopra, Stiera en partenariat avec le Cevipof, donc l'institut, enfin c'est un institut de sondage, on va dire, en lien avec Sciences Po, et la Fondation Jean Jaurès sur les intentions de vote pour les élections présidentielles de 2022, et concluait donc bien avant que la compétition ait commencé, à un inévitable duel Macron-Le Pen au deuxième tour. Pourriez-vous nous dire comment le lire, et bon, s'il y a quelque chose à en tirer, ou si il faut vraiment être très méfiant vis-à-vis de ce qu'on peut lire là à 1 an de l'élection présidentielle, et du coup, quelles recommandations de lecture vous donneriez à nos participants et participantes? Alors, c'est un sondage auprès d'un échantillon de 10 000 personnes. Donc, c'est un échantillon d'une taille importante. Les sondages d'opinion, c'est généralement autour de 1000 personnes. Les sondages électoraux, comme il y a des risques pour les entreprises de sondage, il y a des risques on n'a pas le temps de développer ça, mais c'est seulement pour les sondages électoraux qu'on peut dire qu'une entreprise s'est trompée. Pourquoi? Parce qu'on peut comparer
la distribution annoncée des intentions de vote. Je fais un sondage le vendredi, je dis le candidat A est à 25%. Et le dimanche soir, après le dépouillement, le candidat A, il n'est pas à 25%, il est à 20%. Donc on dit les sondages se sont trompés. Bon. Ça, on ne peut jamais le dire pour les sondages d'opinion. Les sondages d'opinion ne peuvent jamais se tromper. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de phénomène social grandeur réelle qu'on peut comparer avec le résultat du sondage d'opinion. Les sondages d'électoraux, on peut les comparer au résultat des élections. Les sondages d'opinion, on peut les comparer à rien du tout. Si on vous dit, au terme de notre enquête, 13% des personnes interrogées se plaignent de leurs conditions de logement pendant le confinement, 13%, eh bien, personne ne peut dire que c'est une erreur. Personne ne peut dire que c'est biaisé. Personne ne peut dire que ce n'est pas beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est une propriété très importante des sondages électoraux, c'est qu'on peut dire qu'ils se sont trompés. Ce qui fait que les entreprises de sondage font particulièrement attention. Et, par exemple, les échantillons sont plus larges. En général, c'est plutôt 1500 que 1000. On a des précautions particulières. Les sondages sont mieux faits. Donc, ce sondage publié récemment, c'est auprès de 10 000 personnes. Alors, réflexe, ça nous est présenté comme un échantillon représentatif. Il ne l'est pas. Et comme tous les échantillons, il est biaisé, il est affecté d'un décalage positionnel vers le haut, ce que j'appelle. Alors, pour me faire comprendre, par exemple, si on prend les retraités, en général, les retraités, ce sont les quotas en général surreprésentés. C'est les catégories les plus faciles à interroger. Et donc, on n'a pas de mal à tenir les quotas. S'il faut interroger 27% de retraités, il n'y a pas de problème. En général, on aura plutôt 29%, ils seront surreprésentés. Bon. Mais il va y avoir… donc, on tient les quotas. Mais le problème, c'est les retraités, c'est une catégorie extrêmement hétérogène. Les retraités, ça peut être des retraités d'anciens ouvriers, d'anciens employés, d'anciens cadres, d'anciens entrepreneurs, d'anciens agriculteurs. Donc, il va y avoir en fait un décalage positionnel vers le haut, c'est-à-dire que au terme du processus de sélection et d'auto-sélection, ceux qui vont accepter de participer à l'enquête parmi les retraités, ça va être de manière plus probable d'anciens cadres supérieurs et professions intellectuelles supérieures que d'anciens ouvriers. Donc en fait, parmi les retraités, il va y avoir une surreprésentation des catégories, des retraités issus des catégories sociales élevées. Donc il va y avoir un décalage positionnel vers le haut. Et ça, c'est vrai de toutes les catégories socio-professionnelles. Donc là, ce qu'il faut se dire, ce sondage, déjà, N égale 10 000, donc taille de l'échantillon de 10 000, c'est beaucoup, donc ça a l'air très sérieux, mais on va avoir un décalage positionnel vers le haut, d'autant plus qu'il s'agit d'un panel. Alors un panel, c'est un échantillon de personnes que l'on interroge à plusieurs reprises dans le temps. Alors, tout panel est affecté d'un phénomène, on appelle ça d'attrition, c'est-à-dire un phénomène d'usure. Il y a une partie des personnes qui acceptent au début et puis au bout d'un certain temps, ils n'ont plus le temps, ça ne les intéresse plus, c'est trop contraignant, bon, elles se retirent. Donc, il y a une usure du panel. Alors, ce qui fait que ceux qui restent dans un panel, en l'occurrence, c'est un panel qui fonctionne sur plusieurs années, ceux qui restent, ce sont les plus politisés. Donc, ce qui renforce encore les biais d'échantillonnage. La deuxième chose qu'on peut dire sur ce sondage, c'est un sondage électoral, c'est que c'est un sondage à un an de l'élection. Et donc, à un moment où on ne connaît pas encore tous les candidats, et on ne sait pas ce qui va se passer dans l'année à venir. Il peut y avoir des catastrophes, il peut y avoir des phénomènes extrêmement importants qui vont bouleverser les opinions, les rapports de force, les perceptions des partis, les perceptions des candidats potentiels. Donc, en fait, un sondage électoral, il est d'autant plus intéressant quant aux informations qu'il nous donne sur le résultat à venir, qu'il est plus proche de la date de l'élection.
C'est-à-dire que ça devient intéressant quand on est dans la dernière semaine, quand on est à 2 jours des élections. Là, on peut prendre au sérieux, sous réserve des biais d'échantillonnage, avec les distorsions, sous réserve également des biais de déclaration dont on n'a pas parlé. Le biais de déclaration, c'est quand on vous demande votre vote, il va y avoir des biais dans la manière dont les votes sont déclarés. Alors déjà, par exemple, il va y avoir un biais dans la déclaration de l'abstention. Tous les sondages électoraux font apparaître un pourcentage de votants potentiels beaucoup plus élevé que le pourcentage de votants réels. C'est-à-dire qu'il y a une dissimulation de l'abstention. Des gens qui vont finalement s'abstenir, quelquefois qui ont déjà décidé de s'abstenir et qui déclarent qu'ils vont voter. Donc il y a une dissimulation de l'abstention. C'est un biais de déclaration. Et il y a également une dissimulation d'un certain nombre de votes socialement stigmatisés. Donc, il y a une sous-déclaration des votes en faveur des candidats ou des partis stigmatisés. Par exemple, dans le passé, il y avait une sous-déclaration du vote communiste. Et il y a eu dans un passé récent une sous-déclaration du vote en faveur du Front National, Rénovation Nationale. Alors, une des difficultés d'ailleurs du travail des sondeurs, c'est d'estimer l'ampleur de ces biais de déclaration. Il faut savoir que ce que publient les médias, ce ne sont jamais les résultats bruts des enquêtes. S'ils publiaient les résultats bruts des enquêtes, ce serait des horreurs. Il y aurait des écarts faramineux entre la distribution des intentions de vote et les résultats électoraux. Donc, en fait, ce que vous lisez dans les médias, ce sont non pas des résultats bruts, mais des résultats redressés, des résultats corrigés. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais notamment, il faut corriger les possibles biais de déclaration. Et donc là, les sondeurs font des hypothèses. Par exemple, une hypothèse, c'était qu'il n'y aurait plus de biais de déclaration du vote en faveur du Front National, Rassemblement National, Marine Le Pen. Il y en avait dans le passé et il n'y en aurait plus. Donc, vous voyez, si vous faites l'hypothèse qu'il n'y a plus de biais de déclaration, vous n'allez pas redresser le pourcentage des personnes qui ont déclaré vouloir voter pour Marine Le Pen. Par contre, s'il y a toujours ce biais de déclaration, eh bien, vous allez sous-estimer la déclaration en faveur de Marine Le Pen. Donc, voilà. Donc, ce sondage auquel vous faites allusion, qui a été publié ce week-end, c'est un sondage à 1 an des élections. Et donc, en ce sens, il est très problématique. On ne sait pas, par exemple, encore qui sont les candidats. Il est possible qu'il y ait une grave aggravation de la pandémie, qu'il y ait de graves attentats terroristes, qu'il y ait des catastrophes naturelles. Tout ça peut survenir, alors que personne ne l'envisage pour l'instant, et modifier les résultats. Alors, ceci dit, comme dans tout sondage, une fois qu'on a fait ce travail critique, vous voyez, l'objectif de cette note, c'est de donner des instruments pour ce travail critique, il y a quand même des enseignements à retirer de ce sondage. À 1 an des élections, Macron, par exemple, mais il est possiblement surestimé dans ce sondage pour les raisons que j'ai dites. Il est depuis le début de l'année entre 23 et 31. Depuis le début de l'année 2021, il est entre 23 et 31. Depuis la fin du mois d'avril, là, ces jours derniers, il est entre 25 et 29. Donc, il est un peu au-dessus de ce que lui donnaient les sondages en 2017. Marine Le Pen, depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, elle est entre 25 et 28. Actuellement, deuxième quinzaine d'avril, elle est entre 26 et 28. Elle est possiblement sous-estimée et au-dessus de ce qu'elle était en 2017. Les sondages lui donnaient 22-23 et finalement, elle a fait 21-30. Voilà, donc voilà, c'est des enseignements. Autre enseignement, c'est la dispersion de la gauche, entre Lutte ouvrière, le nouveau parti anticapitaliste, le parti communiste, Mélenchon, les Verts, Anne Hidalgo, tout ça. On a 6 candidatures potentielles.
avec aucun des candidats qui ne dépasse 10%. Il y a un ou deux sondages qui donnent Mélenchon à 11%, il est entre 8 et 11. Donc, résultat, en l'état actuel des choses, mais les choses peuvent changer d'ici un an, la gauche est atomisée. Réunie, elle pourrait prétendre être au deuxième tour. Dispersée telle qu'elle est, pour l'instant, elle ne peut pas l'être. Et il en va un peu de même pour la droite issue des Républicains, avec aucun candidat en l'état actuel des choses susceptible d'être présent au deuxième tour. Voilà ce qu'on peut dire sur un tel sondage. Merci beaucoup. Bon, il y a il y a quelques questions déjà dans le chat. Moi, j'en avais beaucoup d'autres, mais on va, le temps, l'horloge tourne, donc peut-être on reviendra dessus. Mais je vais d'abord donner la parole à nos participants. Je vais vous lire quelques questions. Alors la première, ça concerne l'échantillonnage. La représentativité de l'échantillon dépend de sa taille. J'ai la notion, peut-être erronée, que les sondeurs français utilisent des échantillons plus petits, d'où l'utilisation de quotas que tu as évoqués. N'est-ce pas un risque de biais, voire de manipulation? Donc là, il y a une partie de la réponse que vous avez déjà donnée, mais peut-être revenir sur la taille, l'importance de la taille des échantillons, ou commencer Oui, peut-être à donner vos recommandations. la taille de l'échantillon, elle est fonction des budgets. Hein, la taille de l'échantillon, elle est fonction de ce que le commanditaire de l'enquête est capable de payer et du soin qu'il attend dans la conduite de l'enquête. Donc, en général, c'est autour de 1000 pour les sondages d'opinion, non pas parce que c'est un optimum méthodologique, c'est pas un optimum scientifique, mais c'est un optimum économique. Hein. Les échantillons sont, comme je disais, un peu plus importants pour les sondages électoraux, parce que les instituts de sondage, les entreprises de sondage engagent leur crédibilité dans cette affaire pour des raisons que j'ai indiquées, donc font particulièrement attention et ils augmentent la taille. Il y a un certain nombre d'institutions universitaires qui sous-traitent leurs enquêtes aux entreprises de sondage. Entre nous, c'est un problème, hein, ce sous-traitement des enquêtes auprès de l'entreprise commerciale. Enfin bon. Donc, il y a un certain nombre d'institutions universitaires qui sous-traitent leurs enquêtes, qui donnent à faire, comme on dit, le terrain, c'est-à-dire interroger les enquêtés à des entreprises de sondage, mais qui sont attachées à l'obtention d'échantillons un peu plus importants, 4000 ou 10 000, par exemple, dans l'exemple que nous venons de commenter. Il y a un financement de la fondation Jean Jaurès, la fondation Jean Jaurès, et d'un centre de recherche de Sciences Po, le CELIPOF. Donc, il y a un financement. Et là, c'est un panel de 10 000 personnes. Alors, s'agissant des échantillonnages par quota, plus la taille de l'échantillon est faible, 1000 par exemple, c'est pas beaucoup. Hein. Pourquoi c'est pas beaucoup? Parce que, vous voyez, sur un échantillon de 1000 personnes, vous voyez, si une catégorie comme les agriculteurs, qui représentent maintenant 2 ou 3% de la population active, vous voyez, donc sur 1000 personnes, vous voyez, vous allez avoir 20 ou 30 agriculteurs si l'échantillon est représentatif. Et alors, évidemment, les risques d'avoir sélectionné des agriculteurs atypiques est encore renforcé compte tenu de la taille du sous-échantillon d'agriculteurs. Donc, c'est la raison pour laquelle les institutions qui passent commande aux entreprises de sondage cherchent à élargir l'échantillon. Si vous avez un échantillon de 10 000 personnes, ben le nombre d'agriculteurs sera évidemment plus important. Et donc, les biais pourront être un petit peu limités de cette manière. Mais le choix de la méthode des quotas n'est pas
n'est pas liée à la taille de l'échantillon. C'est une méthode très française. Hein. Il faut savoir que ça fait sourire ou même ricaner les étrangers qui trouvent que ce n'est pas du tout sérieux de faire des échantillonnages par quota. Donc c'est une spécificité des entreprises françaises qui existe depuis très très longtemps, mais qui n'est pas du tout généralisée dans le monde. Alors une deuxième question qui est aussi une demande de conseil, c'est voilà, donc les commanditaires des sondages, des analyses d'opinion, politiques, économiques, institutions, ont intérêt à avoir une évaluation la plus exacte possible de l'état de l'opinion pour prendre la décision. Y a-t-il une méthode scientifique de la connaissance des réalités sociales par les études d'opinion? Eh bien, oui. Est-ce qu'ils ont un intérêt à connaître l'opinion? C'est une question qu'on peut se poser. Ils ont un intérêt à vendre des services d'études. La question c'est celle des commanditaires. Hein. C'est plutôt, c'est plutôt l'affirmation que les commanditaires y ont intérêt, mais comment y accéder? Comment accéder à la réalité sociale? Bien, souvent, vous savez, les commanditaires ont intérêt à connaître la vérité sur le monde social, mais ils ont aussi leur vision ethnocentrique de ce monde social. Il y a une contradiction entre, par exemple, vouloir connaître l'opinion des citoyens français sur la construction européenne, par exemple, hein, et la vision ethnocentrique qu'on en a. C'est-à-dire cette vision ethnocentrique que finalement, bon, bah, tous les citoyens français, ils ont plus ou moins une opinion sur l'Europe, quoi. Bon, plus ou moins développée, d'accord, mais ils sont capables de dire si l'Europe c'est bien, c'est pas bien, s'il faut aller plus loin. Vous voyez, donc il y a cette vision ethnocentrique qui, qui, qui fait que c'est dans les limites de cette vision ethnocentrique qu'il va y avoir une demande de vérité sur le monde social. Et du coup, si on veut donner satisfaction aux commanditaires, c'est compliqué. Moi, il m'est arrivé de discuter avec des responsables des sondeurs, des responsables d'entreprises de sondage, y compris avec le responsable qui pilote les eurobaromètres. Donc les eurobaromètres, ce sont des sondages d'opinion dans les 28, maintenant 27 États membres. Donc, il y a des échantillons supposés représentatifs dans les 27 États membres, de l'ordre chacun autour de 1000, sauf dans les tout petits États membres où c'est 500. Donc, j'avais discuté avec celui qui pilotait ces sondages dans les 28 à l'époque, 28 États membres de l'Union européenne. Je disais, parce qu'il était assez d'accord avec moi, que quand même sur un certain nombre de sujets relatifs à l'Europe, bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés, qui n'ont pas vraiment d'opinion. Vous voyez, savoir comment fonctionne le marché européen. Beaucoup de gens ne sont pas informés, n'ont pas vraiment d'opinion. Et alors, je lui disais, mais pourquoi il y a des moyens techniques pour ça, je vais en parler dans un instant. Pourquoi ne pas essayer vraiment de cerner les personnes qui ont vraiment une opinion sur ces sujets? Et il me disait, mais non, ça, c'est pas possible. Parce que les gens qui commandent des sondages, ce qu'ils veulent, c'est des résultats clairs, des résultats simples. Donc, si on commence à leur dire qu'il y a tel pourcentage de gens qui n'ont pas d'opinion sur cette question, ils ne vont pas apprécier du tout. Donc, il y a des arguments commerciaux pour ne pas aller voir de trop près à quel degré les personnes interrogées ont vraiment une opinion sur les questions qu'on leur pose. Il y a un intérêt à ne pas, il n'y a pas un intérêt à la vérité. Dans ce domaine. Alors que ça serait possible, par exemple, pour limiter les biais d'imposition problématique, il y aurait un moyen très simple, hein, qu'on connaît bien, c'est la technique de la question filtre. Hein, c'est-à-dire, plutôt que de dire est-ce que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord pour renforcer la construction européenne,
on pourrait poser la question comme ça en disant, voilà, il y a un débat sur la construction européenne, bon, certains proposent de la renforcer, certains sont opposés, puis certains n'ont pas d'opinion. Alors, vous-même, est-ce que vous avez une opinion sur cette question? Donc, c'est ce qu'on appelle une question filtre. Hein. Donc, ensuite, on a personne qui vont dire, oui, oui, moi j'ai eu une opinion. On envoie le message, quand on pose la question comme ça, on envoie le message qu'il n'est pas illégitime de ne pas avoir d'opinion. Après tout, on n'est pas censé avoir des opinions sur tous les sujets, quoi, hein. Il y a des sujets très, très techniques. Tels que les sondages commerciaux sont faits, en fait, tacitement, on envoie le message que vous devez répondre. On vous dit, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? On ne vous dit jamais, alors, est-ce que vous avez une opinion ou pas? Donc, il y a une imposition, dans l'imposition de problématiques, il y a l'imposition de l'idée que tout le monde a une opinion. Donc, il y a une illégitimation de l'absence d'opinion. Alors que si on utilisait la technique des questions filtres, on enverrait le message que certains n'ont pas d'opinion, donc vous pouvez me dire, oui, ce ne serait pas du tout un idiot, quoi. Si vous me dites que vous n'avez pas d'opinion, vous n'êtes pas le seul, je viens de vous dire, hein, certains n'ont pas d'opinion, vous pouvez me le dire. Hein, donc voilà, ça serait, ce qui ne veut pas dire que on supprimerait complètement les réponses un peu au hasard ou les réponses fragiles, mais on les limiterait. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à croiser aussi avec des données un peu objectives de la réalité sociale dans la note? Vous faites allusion à un sondage sur la Covid et le fait que 13% seulement des personnes interrogées considèrent qu'ils vivent mal le confinement, alors que en fait, si on compare par exemple avec des statistiques du mal logement en France, ça paraît vraiment très très peu. Est-ce que par exemple un outil de décryptage, ça serait pas d'essayer de faire cet effort de regarder, de croiser avec d'autres données? Oui, dans les cas où c'est possible, mais ce n'est pas toujours possible. Oui, ce résultat de 13% me semble totalement aberrant, quoi, hein. Bon. Et alors, l'un des biais, par exemple, c'est un sondage en ligne, quoi, hein. Donc déjà, c'est là un jugement sur les conditions de logement, non pas de la population française, mais de cette partie de la population française qui a un accès à Internet et qui, ayant un accès à Internet, est équipée aussi pour participer à une enquête, hein, c'est-à-dire répondre à un questionnaire en ligne et puis le renvoyer à l'entreprise de sondage qui commandite. Bon. Donc là, il y a des biais évidents, hein, des biais de sélection, plus des biais de sélection. Donc, c'est certainement pas l'opinion sur les conditions de logement de l'ensemble des Français. Mais comme c'est un sondage d'opinion, il n'y a aucun phénomène social à part celui que vous esquissiez. Là, on pourrait aller voir du côté des enquêtes sur les mal logés, etc. Mais il n'y a pas de phénomène social grandeur réelle qui permet de dire les sondeurs se sont trompés, comme on le fait dans un sondage électoral. Hein, si on dit le candidat A, voilà, nos derniers sondages nous disent le candidat A va faire 25%, et s'il fait 20%, tout le monde va hurler en disant c'est la bérésina des sondages. Si un institut de sondage vous annonce que 13% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient insatisfaites de leurs conditions de logement pendant le confinement, personne ne va dire les sondages se sont trompés. Ce n'est pas une bérésina des sondages, alors que c'est probablement une bérésina des sondages. Alors, une autre question qui concerne les sondages qui ne sont pas publiés. La personne fait référence à ceux qui sont commandités par le gouvernement et qui orientent sans doute ses projets et décisions. Sous Sarkozy, la dénonciation d'une malversation, sondage commandé par l'Élysée sans appel d'offres, avait révélé cette pratique récurrente. Il y a plus longtemps, la décision de Chirac de soumettre le traité constitutionnel européen à un référendum en France a sans doute été influencée par des sondages non révélés qui donnaient le oui largement vainqueur. Avez-vous une idée de l'importance de cette pratique aujourd'hui? De son importance, non. Nous savons tous qu'elle existe, hein. Nous savons tous que, par exemple,
sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il y avait des budgets extrêmement importants consacrés à des enquêtes d'opinion, des sondages d'opinion, des sondages électoraux, y compris des enquêtes qualitatives avec des focus group. Enfin, bon, donc il y avait un budget extrêmement important, avec des contrats passés dans des conditions pas toujours très légales parce qu'il n'y avait pas toujours d'appel d'offres. Donc voilà, on a des informations comme quoi c'est un phénomène qui existe, c'est un phénomène important pour ceux qui ont les moyens de se payer ces enquêtes, hein, c'est un facteur d'inégalité politique notamment. Bon. Mais évidemment, comme ce sont des sondages confidentiels, moi, personnellement, je suis incapable de donner une indication sur leur ampleur. Une dernière question de nos participants et participantes. Peut-on soupçonner les commanditaires des sondages, du fait de leur homogénéité sociale et culturelle et de leur ethnocentrisme, d'utiliser les sondages à des fins politiques et électorales qui arrangent leurs intérêts en manipulant l'opinion publique? On a du mal à imaginer qu'ils ignorent tous les biais dont vous parlez. Et moi, j'ajoute une question. Dans le cas dans le cas disons, d'un commanditaire de sondage de bonne foi et de gauche, quels sont les biais ethnocentriques qui pourraient être proposés donc par une entreprise de sondage, hein, vous insistez beaucoup dans votre note sur le fait que ce qu'on appelle les instituts de sondage sont en réalité des entreprises, donc avec des intérêts aussi commerciaux. Donc quels sont les biais ethnocentriques qui pourraient être proposés à un parti de gauche, disons radical, et disons au PCF par exemple. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de ça, et comment pourrions-nous éventuellement essayer d'orienter des commandes qui voilà, qui puissent correspondre un peu plus à ce qu'on veut savoir? Alors, il y a certainement des sondages malhonnêtes, de mauvaise foi, mais je serais tenté de penser que c'est vraiment une minorité. Alors, en fait, les sondages politiques, les sondages électoraux, les sondages d'opinion, hein, produisent des effets politiques, y compris des effets politiques recherchés, sans qu'on puisse pour autant parler de manipulation. Vous voyez, il ne s'agit pas de manipulation. Alors, il y a quand même des phénomènes. Bon, les chargés d'études des entreprises de sondage, bon, bah, ils sont là pour vendre des sondages, hein. Donc, ils sont là pour trouver des clients. Et une manière de trouver des clients, c'est de donner satisfaction aux clients. Et donc, il y a une bonne volonté des chargés d'études des entreprises de sondage pour poser les questions que le client, qui n'est pas nécessairement un spécialiste des enquêtes, hein, que le client voudrait poser, quoi. Hein, bon. Et le chargé d'études de l'entreprise de sondage ne va pas être nécessairement très critique, vous voyez, très vigilant sur la méthodologie, en disant non, écoutez, cette question, elle pose problème. Oui. N'importe quel spécialiste de sciences sociales dirait, bah, écoutez, cette question, elle est absurde. Un universitaire indépendant, vous voyez, qui n'a pas d'intérêt dans les sondages, peut dire non, mais ça, cette question, elle n'a pas de sens, on ne peut pas la poser. Le chargé d'études de l'entreprise de sondage ne le dirait pas. En tous les cas, il a beaucoup moins de chances de le dire. Il ne veut pas se mettre à dos le client. Et Qu'est-ce donc, que ça pourrait être comme question, par exemple? Est-ce que qu'est-ce que veut dire le socialisme? Enfin, oui ou non, aimez-vous bien le socialisme, ou quelque chose comme ça, ou... oui, par exemple, je ne sais pas, j'imagine le Parti communiste commandant un sondage a envie d'entendre qu'une proportion importante et, si possible, croissante des personnes interrogées pensent du mal du capitalisme et du libéralisme. Donc, on va poser la question comme ça. Est-ce que vous diriez que vous êtes
plutôt favorables ou opposés au renforcement du libéralisme. Moi, j'avais fait une enquête là-dessus, je prenais cette question. Certains disent que pour s'en sortir, il faut renforcer le libéralisme. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord? Voilà, j'avais posé cette question comme ça. Pourquoi j'avais posé cette question comme ça? Parce que c'était une époque de basculement, hein, où le libéralisme se renforçait et dans les cercles dirigeants, il y avait une prise de distance par rapport au keynésianisme, par rapport à l'intervention de l'État dans l'économie. Et certains de mes bons collègues, je ne dirais pas les noms, si je le disais, ce serait pittoresque. Certains de mes collègues disaient les Français ne sont plus keynésiens, ils sont devenus libéraux. Voilà. Donc, alors là, il y a un ethnocentrisme fabuleux. Hein, bon, on sait que les Français étaient keynésiens, qu'ils ont cessé de l'être. C'est un ethnocentrisme. Mais je vous assure que c'est une citation. Hein, je n'invente rien. Donc là, vous voyez, toute la machinerie du sondage peut, comme le souhaite le Parti communiste, faire apparaître qu'il y a un pourcentage croissant de gens qui pensent du mal du capitalisme. Alors on pourrait imaginer un sondage, qu'est-ce que vous pensez de Karl Marx, pour faire apparaître que la pensée de Karl Marx redevient d'actualité. Il serait d'un ethnocentrisme formidable, là encore, parce que vous voyez, la pensée de Karl Marx, auprès d'un échantillon représentatif de la population, c'est quand même extrêmement risqué comme enquête. On a bien compris le risque, je pense, vous nous avez bien alerté et surtout donné des billes pour pouvoir lire avec un esprit critique les sondages qui sont présentés à nous. Alors, il y a une dernière question et puis après, je vais vous proposer de conclure en nous donnant peut-être vos dernières recommandations pour voilà, toujours un petit peu, enfin, ou rappeler ou préciser les recommandations que vous nous donnez pour toujours forger cet esprit critique. Donc la dernière question qui a été posée dans le chat est faut-il toujours lire les sondages en tendance comme vous l'avez fait sur le sondage du Monde? Oui, enfin, disons qu'on va limiter les dégâts. Alors, par exemple, s'agissant des sondages électoraux, si vous voulez lire les sondages électoraux, d'abord, il ne faut pas en lire un seul, il faut tous les lire. Et il faut les lire en tendance, effectivement, voir comment ça évolue. Et il faut avoir en tête que finalement, c'est seulement quand on se rapproche dans les tout derniers jours avant l'élection qu'on peut vraiment commencer à prendre au sérieux les indications, tout en gardant en tête qu'il y a des risques d'erreur liés à des biais de déclaration, à des biais d'échantillonnage, à des biais de redressement. Encore une fois, ce que nous lisons dans la presse, ce sont des résultats redressés. Si vous voulez avoir une idée des résultats bruts, faites-le parce que vous serez estomaqué. Vous allez voir sur Internet le site de la commission des sondages, Commission nationale des sondages, et vous avez les sondages publiés dans les périodes électorales avec leurs notices techniques. Et là, vous avez les informations sur les résultats bruts. Et donc là, vous allez voir l'écart formidable qu'il peut y avoir entre les déclarations d'intention de vote brut et les résultats redressés. Il y a des écarts formidables. Bon. Et donc, cette technique de redressement, elle est extrêmement délicate. On n'a pas eu le temps d'entrer dans les détails, hein, mais c'est très compliqué. Donc, les risques de se tromper dans les méthodes de redressement, les risques sont très grands. Donc, il faut prendre avec beaucoup de précautions hein, les résultats, même quand ce sont des indications de plusieurs entreprises de sondage, qu'elles sont convergentes et qu'on est à quelques jours des élections. D'ailleurs, la convergence des entreprises de sondage est plutôt suspecte. Vous savez, des méthodes aléatoires,
Par exemple, il nous calcule des intervalles de confiance. Hein, donc ça, c'est possible uniquement quand on a affaire à des échantillons aléatoires. Donc, il nous laisse entendre qu'il se raccroche, qu'il se rattache aux méthodes aléatoires. Mais quand on regarde les résultats ne sont jamais aléatoires. C'est-à-dire qu'ils convergent vers un... Ça oscille pas de part et d'autre du résultat finalement obtenu par le candidat. Il y a une sorte de convergence. Et en fait, on peut penser que dans les méthodes de redressement, eh bien, un des facteurs de redressement, c'est de regarder ce qu'ont dit les collègues, quoi. Et donc, on va redresser en se rapprochant de ce qu'ont dit les collègues, ce qui limite les risques d'erreurs individuelles, mais ce qui majore les risques d'erreurs collectives. Est-ce que vous voulez encore nous donner une ou deux recommandations ou nous rappeler brièvement tout ce qu'il faut qu'on sache pour lire ou commander des sondages? Et puis après, on se dira au revoir. Je crois que tout le monde est fatigué. Je peux renvoyer à la note. Donc, vous avez dit qu'elle valait 3 € ou 5 €. Peut-être très rapidement en conclusion, il faut dire que les sondages sont un facteur de renforcement des inégalités politiques. Alors, il y a déjà des inégalités politiques dans le domaine des élections. Pourquoi des inégalités politiques? Parce que bon, tout le monde a le droit de vote, mais tout le monde n'utilise pas son droit de vote. Il y en a qui votent, il y en a qui votent régulièrement, et puis il y en a qui s'abstiennent. En général, c'est ce qu'on appelle un abstentionnisme intermittent. Ce n'est pas un abstentionnisme structurel, permanent. L'abstentionnisme permanent est relativement limité. Ça dépend comment on le mesure, mais c'est autour de 10%. Donc l'abstentionnisme qui augmente partout, pas seulement en France, c'est surtout un abstentionnisme intermittent, qui affecte particulièrement les élections considérées comme un peu secondaires. Mais de plus en plus, ces élections sont considérées comme secondaires. Alors, l'abstentionnisme électoral, il ne se distribue pas au hasard. En gros, plus votre niveau d'éducation, votre niveau social, votre position sociale sont élevés, plus la probabilité que vous votiez régulièrement augmente. Donc, ce sont les catégories les plus favorisées qui exercent de la manière la plus conséquente, la plus résolue, leur droit de vote, leur droit de citoyen, leurs droits électoraux. Et ce sont les catégories populaires, les catégories les plus en difficulté qui l'utilisent le moins. Donc, il y a des mécanismes censitaires dans le domaine électoral qui éliminent une partie de la population la plus défavorisée de la scène électorale. Non pas comme au XIXe siècle de manière juridique, officielle, mais de manière objective, de facto. Donc, il y a un sens électoral, mais il y a un sens sondagé. De même qu'il y a un abstentionnisme électoral, il y a un abstentionnisme sondagé qui affecte particulièrement les catégories populaires, les catégories les plus en difficulté. Et donc ça, c'est un facteur aussi d'inégalité politique. Il faudrait réfléchir à cette question-là et réfléchir comment on pourrait limiter ces inégalités politiques. Ma note essaye d'y contribuer de manière très humble. Votre note et je pense le sens caché. Encore, je vous renvoie aussi les uns et les autres à cet ouvrage quand même fondateur pour bien comprendre les inégalités face aux politiques. Moi, j'espère qu'on pourra peut-être un jour poursuivre cette discussion parce que finalement, votre conclusion, c'est je ne veux pas exagérer, mais c'est une bombe en fait, parce que ça pose vraiment la question de la démocratie représentative, voilà, d'autres questions qui appelleraient vraiment un travail approfondi, et notamment pour des organisations de gauche, voilà, qui pourraient peut-être nous aider
on avait si on était capable de bien voir cette réalité dans le détail, peut-être d'engager ce laborieux travail de reconquête de citoyens qui sont exclus de fait de la vie politique pour leur redonner du pouvoir. Donc j'espère que peut-être on aura prochainement qu'on pourra continuer cette discussion en approfondissant de ce côté-là. Merci beaucoup, Daniel Gaxi, de nous avoir d'avoir partagé vos connaissances et le fruit de vos recherches avec nous. Merci à la Fondation Gabriel Péri d'avoir organisé cette initiative. Merci à vous, participantes et participants, pour vos questions. On espère que ça a été utile. Et voilà, et puis rendez-vous pour une prochaine initiative de la Fondation et rendez-vous aussi dans les luttes. Merci à vous, Anne, et merci à la Fondation. Au revoir. Au revoir.